en direct sur CNews. On est ravis de vous accompagner. Alors, je vous le disais tout à l'heure, le jour le plus long, en attendant l'allocution du président ce soir à 20h. Là, vous le voyez, c'est le pupitre du Conseil des ministres, où se tiendra dans quelques instants à peine, et on aura l'occasion de l'écouter, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Évidemment, on va prêter attention aux mots choisis par rapport à ce qui sera annoncé ce soir. Et dans quelques instants, avec nos invités que je vous présenterai, on parlera des mesures, des scénarios qui sont sur la table. On parlera des écoles, fermeture inévitable, oui, mais quelles conséquences? Est-ce qu'on va aller vers des vacances anticipées? On parlera de la bataille des médecins, de la bataille des mandarins, et puis l'acceptabilité des Français aussi, évidemment. C'est essentiel pour les mesures qui seront dictées ce soir. Mais tout d'abord, il est 13h, l'heure de vous retrouver, Nelly, pour un nouveau journal. Bonjour Sonia, bonjour à tous. C'est donc officiel depuis 8h ce matin. Emmanuel Macron va s'exprimer à 20h tout à l'heure, s'exprimer devant les Français, alors qu'un conseil de défense a à nouveau eu lieu ce mercredi. Les Français qui sont donc suspendus à de nouvelles annonces face à cette crise qui décidément n'en finit pas. Reconfinement, fermeture des écoles, tout est encore sur la table. Et puis notez aussi que Jean Castex s'adressera au Parlement demain midi. Autre source d'inquiétude, donc les crèches, on parlait des écoles, mais les plus petits aussi pourraient être amenés à rester chez eux. En tout cas, on va se rendre à Neuilly-sur-Seine où se trouve Kinson. Bonjour Kin. Quel est le ressenti du personnel de cette crèche à quelques heures maintenant des annonces du chef de l'État ? Eh bien écoutez Nelly, c'est l'inquiétude, car vous l'avez dit, tout est encore sur la table. La fermeture des crèches, c'est le scénario redouté par le personnel encadrant de cette crèche qui réclame le maintien de l'accueil. Je vous rappelle qu'en novembre dernier, lors du confinement, les crèches et les micro-crèches sont restées ouvertes et ça a été un véritable soulagement pour les parents en télétravail. Le groupe Les Petites Canailles compte 35 établissements en France. Alors on compte en moyenne un cas positif par jour parmi les encadrants, mais ce qui n'entraîne pas la fermeture des établissements. Je vous propose d'écouter Damien Tondelli, il est gérant des crèches Les Petites Canailles. De fermer les crèches n'est pas une solution dans cette conjoncture. Ce n'est pas une bonne chose pour les enfants. Les enfants ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être, je dirais, avoir un rapport affectif et d'être présents auprès d'une structure pour pouvoir se développer. Et ce n'est pas une bonne solution pour les familles non plus. Effectivement, nous avons eu au sein de nos 400 salariés des cas de Covid avec des fermetures d'établissements pendant une dizaine de jours qui reprennent. On met à jour le protocole, on s'assure qu'il est bien respecté et les structures restent en fonctionnement. Voilà. Alors malgré un protocole sanitaire très strict, les encadrants réclament en revanche d'être prioritaires autant que les enseignants dans la campagne de vaccination. Merci beaucoup, Kim, pour toutes ces précisions. Un mot à nouveau du match entre médecins qui perdure. Certains se montrent alarmistes, vous le savez, face à la pression hospitalière, quand d'autres veulent néanmoins rester optimistes. Le point avec Anne Maquignon. Ils craignent de devoir trier les patients et sont en colère de faire, disent-ils, une médecine de catastrophe. C'est pour ces raisons que certains médecins, particulièrement en Île-de-France, lancent un cri d'alerte. Parmi eux, Rémi Salomon ou encore Gilles Pialou, deux représentants de la PHP. Comme beaucoup de ses collègues, le professeur Casalino réclame un confinement strict. Le plus dur est encore à venir. Les mesures qui ont été mises en place n'ont pas permis, dans aucun indicateur, de réduire le nombre d'infections. Pour d'autres, au contraire, forcer les Français à rester chez eux serait une erreur. La Société française de pédiatrie, par exemple, s'oppose à une fermeture des écoles. D'autres professionnels, comme le chef d'un service de réanimation, Jamil Ramani, ou l'épidémiologiste Martin Blachier, ne veulent pas s'alarmer. Ils insistent sur la nécessité de prendre en compte le moral des Français. Quand c'est le mois d'avril, je ne vois pas l'intérêt, après un an, de faire souffrir la population quand vous savez que ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut éviter ça, surtout que je pense qu'on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre sur l'acceptabilité des gens. Ces médecins recommandent en revanche de faire un maximum de télétravail et de ne pas recevoir de personnes à son domicile. Une disparition avant de refermer ce journal. C'était l'un des Charlots qui ont marqué les années 70. Gérard Philippelli s'en est allé, il avait 78 ans. Ce comédien avait connu d'ailleurs son heure de gloire avec le film Les Bidas en folie, réalisé par Claude Zidi. Voilà pour l'essentiel. Vous retrouvez Sonia et ses invités pour la suite de midi. Merci beaucoup Nelly. Alors nos invités, on les accueille avec plaisir. Ceux qui sont restés, c'est l'avocat
pénaliste, maître Carbon de 16. Avec nous, Laurent Jacobelli, qui est porte-parole du Rassemblement national. Et on accueille avec plaisir Maxime Liédot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, étudiant en sciences politiques et auteur d'un livre remarqué qui s'appelle Génération fracassée aux éditions Fayard. Et évidemment, on va en parler puisque ce sera peut-être l'une des mesures annoncées ce soir. Fermeture des écoles, peut-être, au conditionnel, vacances anticipées et puis évidemment les conséquences à venir. Alors là, on parle surtout collège et lycée. Et puis on accueille Valérie Gomez-Bassac, bonjour à vous. Bonjour. Députée du Var, majorité, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Tout d'abord, avant d'engager le débat, permettez-moi d'aller voir à l'Élysée ce qui est en train de se passer, puisque c'est Loïc Signor qui s'y trouve. Loïc, est-ce que tout d'abord on peut dire qu'il y a une chose qui semble exclue, c'est ce reconfinement strict et global. L'option n'est pas du tout sur la table. Non, parce que d'après l'entourage du président de la République, Sonia, et ce depuis plusieurs jours, on le répète, le confinement du printemps, le premier lors de la première vague de l'épidémie, n'est plus utile, n'a pas été efficace maintenant qu'on connaît mieux cette épidémie. Il ne sert à rien, dit-on, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, de laisser enfermer les gens chez eux. Il faut plutôt les laisser à l'extérieur, comme on l'a vu lors de l'annonce des dernières mesures. C'est donc exclu à ce stade un reconfinement global. En revanche, que l'on peut dire aujourd'hui, à l'issue de ce Conseil de défense, c'est que le président de la République ne peut plus faire autrement que de prendre des mesures sur les écoles. La piste privilégiée à l'issue de ce Conseil de défense, c'est d'avancer les vacances de Pâques dès vendredi pour toutes les zones. Emmanuel Macron avait fait de cette fermeture des écoles une ligne rouge. Ça lui permettrait donc de passer par ce trou de souris en avançant les vacances. C'est ce que Jean-Michel Blanquer voulait. Mais le ministre de l'Éducation nationale veut aussi une contrepartie, la vaccination des enseignants dès la semaine prochaine. Emmanuel Macron aurait accepté cette proposition faite par le ministre de l'Éducation nationale. En revanche, confinement strict, non, mais un confinement qui pourrait ressembler à l'interdiction de se déplacer entre les départements. C'est ce que devrait annoncer Emmanuel Macron ce soir. Pourquoi ? Eh bien parce que même s'il y a des départements qui sont en vert, où la circulation du virus n'est pas aussi forte qu'en Ile-de-France par exemple, il y a quand même une dynamique du variant anglais qui inquiète l'exécutif. Enfin, le président de la République pourrait donner de la clarté, alors que vous voyez Gabriel Attal qui sort à l'instant du palais de l'Élysée pour se rendre au compte-rendu qu'il va faire dans quelques instants. Le chef de l'État, oui, pourrait donc annoncer de la clarté et un calendrier vaccinal. C'est l'une de ses priorités. Il ne faut absolument pas retomber dans les errements et dans le cafouillage des dernières mesures. Ça, c'est ce que précise un conseiller du président de la République. Merci beaucoup, Loïc Signor, en duplex de l'Élysée avec Pierre-François Altermat. Effectivement, vous avez évoqué la sortie notamment du porte-parole Gabriel Attal, qu'on va avoir l'occasion d'écouter sur ces sujets précis. Mais tout d'abord, tour de table. Maxime Liédot, je parle à vous, je ne parle pas à une génération en particulier. Évidemment, je parle aux citoyens que vous êtes. Depuis tout à l'heure sur ce plateau, on dit la clarté. C'est l'un des éléments les plus importants par rapport à l'acceptabilité, l'acceptation des mesures, qu'on soit jeune ou moins jeune. Est-ce que c'est aussi cela qui vous préoccupe ? Évidemment que ça nous préoccupe parce que je pense qu'on a tous des intérêts divergents. À titre personnel, c'est les études, c'est le travail. Accessoirement, c'est l'avenir. Il y a énormément d'aides qui sont sur la table. Il y a énormément de propositions qui sont faites, y compris parfois à l'Assemblée. Donc on aimerait évidemment avoir des pistes. Il y a quelques temps, lorsque Emmanuel Macron était en visite auprès d'un centre de jeunesse, je crois, dans le 93, il expliquait à un jeune qui lui demandait j'ai envie de sortir, qu'est-ce que je peux faire ? Il a donné un calendrier de 4 à 6 semaines. Ça fait déjà 3 semaines. Est-ce que le calendrier est le même ? Est-ce qu'on va avoir un calendrier de vaccination qui soit un peu plus précis, parce qu'on nous donne un calendrier qui est déjà 10, 20, 30 millions d'ici l'été. Jean Castex avait pourtant annoncé 15 millions vaccinés d'ici le printemps. Donc en effet, tout ça, ça manque de cohérence. Et je pense tout simplement maintenant qu'il va aussi falloir, et ça je pense que ça vaut pour tous les citoyens, y compris les jeunes, miser, même si Jean Castex l'a dit, ça ne semblait pas être entendu avec le cafouillage de l'attestation, c'est la responsabilité. C'est que les citoyens, je pense, ont largement compris depuis le temps le port du masque, les distanciations sociales, le couvre-feu. Et comme, mine de rien, chaque mesure annoncée va avoir, mais alors un retentissement, mais conséquent sur la vie des citoyens, les parents, si les enfants ne sont pas à l'école, les 2 semaines, les gens vont avoir 3-4 jours pour se préparer. Donc évidemment qu'il va falloir avoir énormément une ligne claire, précise et espérons-le pédagogue. Est-ce qu'on n'y comprend plus rien ?
Et je vous avoue que c'est insupportable, évidemment. Vous l'entendez sur le terrain, dans le Var, on vous le dit. Madame la députée, on n'y comprend plus rien. Déjà, il y a la bataille des médecins, il y a la bataille des chiffres, il y a la querelle scientifique. Et à cela s'ajoutent aujourd'hui toutes les contradictions, les injonctions contradictoires. J'entends les attentes et j'entends aussi les incertitudes et surtout, oui, l'attente des décisions qui vont être prises. Maintenant, j'entends aussi la prise de conscience des personnes qui se rendent bien compte que le politique s'adapte aussi à la propagation du virus. C'est-à-dire qu'il y a une adaptation qui se fait régulièrement, quotidiennement, et c'est ce que reconnaît aussi le monde scientifique, c'est-à-dire qu'on est quand même adossé aux décisions scientifiques également et à leur progrès de la connaissance du virus. Donc c'est certain, c'est compliqué, mais bon, il faut avoir un petit peu d'optimisme quand même, c'est-à-dire que quelles que soient les mesures qui seront annoncées ce soir, et je ne les connais pas, que ce soit la fermeture des écoles, que ce soit peut-être un confinement territorial ou plus global, je ne sais pas. La question, c'est est-ce qu'on a perdu du temps? Quand vous dites fermeture des écoles, ça fait des semaines qu'on nous dit, mais écoutez, regardez, la France est une spécificité par rapport aux pays européens. On a tenu, or certains vous disent, mais vous avez tenu, mais le virus n'a pas arrêté de circuler et que l'école n'est pas à part dans la société. Alors je pense pas, sur les écoles, il y avait vraiment quasiment une unanimité sur le fait qu'il fallait maintenir les écoles ouvertes pour le bien des enfants, déjà. Unanimité, pas chez certains médecins responsables, la PHP et d'autres. Alors, pas chez certains médecins, parce que c'est vrai que si on voit que le sanitaire, on ferme tout et on reconfine tout, et au niveau national, ça c'est certain. Mais bon, il y a toujours cet équilibre à trouver entre l'intérêt des enfants, entre les impératifs sociaux, économiques, etc. Et on l'a dit dès le départ, c'est que les écoles, c'est ce qui fermera en dernier. Donc, je ne crois pas qu'on puisse nous accuser d'un manque de cohérence par rapport à ça. Et si ça doit être pris... Et si ça doit être pris comme décision, il faut que ce soit pris. Certains l'ont fait plus tôt, on l'a vu au Royaume-Uni. On est dans une course contre la montre, donc c'est pas... Oui, mais le risque, si on avait reconfiné plus tôt ou si on avait fermé les écoles plus tôt, c'était le temps aussi de voir la vaccination progresser. C'est-à-dire que maintenant, on sait que ça va monter en flèche, que ça monte en flèche, la vaccination. Et donc, le confinement, votre flèche, elle ressemble à un plateau. On avait dit 10 millions mi-avril, on sera à 10 millions. Et vous avez dit 15, ça a changé plusieurs fois. Au printemps, on avait dit 15. Bon. Et on y sera peut-être, parce que je pense qu'on sera au-dessus des 10 millions. Ce soir, le président de la République va s'exprimer. Je pense qu'il faut que cette allocution soit différente de celle qu'on a subie depuis maintenant un an. Première partie, autosatisfaction. Nous avons tout bien fait. D'ailleurs, regardez, c'est nous en Europe qui nous en sortons le mieux. On le sait aujourd'hui, c'est faux. Il faut ensuite que la deuxième partie, traditionnelle, qui est nous avons bien fait notre travail, mais les Français ne sont pas raisonnables. Là aussi, on y échappe. Et il faut qu'il y ait une nouvelle partie maintenant, qui serait la troisième partie, que je me permettrai de suggérer au président de la République. C'est on sort de l'idéologie, on sort de l'orgueil, on sort de l'entêtement et maintenant on est concret. On ne vaccine pas assez en France, comment on fait pour que ça change? Est-ce qu'enfin on va acheter des doses directement avec d'autres pays ou avec d'autres producteurs et qu'on va sortir du fiasco de la politique européenne du vaccin? Deuxièmement, on a un problème dans l'hôpital. Ok, on nous avait promis 12 000 lits supplémentaires. Est-ce qu'enfin on va s'y mettre? Ce soir, il faut un président de la République qui, au lieu d'annoncer des chiffres qu'il ne tiendra pas, des échéances qu'il ne tiendra pas et qui fasse la promotion de sa propre candidature, on est un président de la République qui soit un vrai chef de guerre contre le virus et qui annonce des mesures concrètes. C'est ça qu'on attend. Parce que si c'est encore pour nous endormir, si c'est encore pour nous faire patienter, si c'est encore pour nous annoncer que dans 2 jours, un ministre viendra annoncer lui-même qu'un autre ministre viendra annoncer des mesures qui seront contredites le lendemain parce que personne ne les comprend, souvenez-vous de l'attestation il y a 2 semaines, eh bien ça ne servira à rien, on va perdre la confiance et les Français en auront ras-le-bol. Je pense que de l'idéologie, il y en a partout, y compris dans vos propos. Ce qu'on demande à la limite d'un président en temps de crise, c'est d'aller droit au but. Ce qui est assez délicat, je pense, on l'a vu du côté d'Angela Merkel il y a quelques temps, en réalité, c'est un problème d'humilité. Je le dis en tant que citoyen et aussi parfois en tant que commentateur ailleurs, c'est très compliqué d'entendre, quand on voit la situation personnelle de certaines personnes, d'entendre en réalité, comme c'était le cas hier dans Le Monde, je crois, Jean-Michel Blanquer dire que Emmanuel Macron est un épidémiologiste formidable, ou alors qu'il y a un mois, qu'il savait lire plein d'études. Et ça, heureusement qu'il en lit. Seulement, faire croire qu'en réalité, un président décide tout, et quand vous dites, en effet, Madame la députée, qu'il y a énormément de décisions, il y a énormément de décisions qui ne doivent pas prendre en compte que le sanitaire, malheureusement, depuis un an, à part depuis décembre, ça a été le cas. Ça a été le cas et ça a été très compliqué pour beaucoup de professions, parfois, d'entendre à droite et à gauche des choses pour dire, écoutez, nous aussi, on existe. Donc, je pense un peu d'humilité et je l'espère également de la concertation et peut-être pas observer le Parlement en chambre d'enregistrement et non en chambre de débat et de contradictoire. Et en direct, le porte-parole du gouvernement. Nous retrouvons pour un nouveau compte-rendu du Conseil des ministres qui sera probablement plus court qu'à l'accoutumée, puisque vous le savez, le président de la République s'exprimera ce soir au sujet de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays.
Et donc la partie toujours importante de nos échanges consacrés à la lutte contre l'épidémie sera nécessairement beaucoup plus réduite puisque le président de la République s'exprimera ce soir. Mais je vais évidemment vous rendre compte de l'ordre du jour, de ce Conseil des ministres, des différents textes qui ont été examinés et également vous dire la philosophie des échanges que nous avons eus ce matin en Conseil des ministres s'agissant de l'épidémie. Le président de la République a rappelé que protéger les Français est notre seule ligne depuis l'apparition de cette pandémie. C'est celle qui nous a poussés à prendre des décisions fortes à chaque fois que c'était nécessaire. C'est ce qui nous a conduit, il y a 2 semaines, vous le savez, à prendre des mesures de freinage supplémentaires dans 16 puis 19 départements. Nous freinons le virus, nous freinons l'épidémie autant que nous pouvons. Nous le faisons en tenant compte des situations locales, de la dynamique nationale. Nous le faisons en tenant compte de la dynamique de l'épidémie. Nous le faisons avec toujours en tête les conséquences de nos décisions sur le moral de nos compatriotes, sur l'éducation de nos enfants et sur l'activité dans notre pays. Mais le facteur clé de nos décisions reste la situation de nos hôpitaux. Nous savons l'engagement extraordinaire de nos soignants depuis plus d'1 an. Ils n'ont jamais posé la blouse, ils ne se sont jamais résignés devant l'extraordinaire difficulté de ces derniers mois. Aujourd'hui, ils nous aident à pousser les murs, à réorganiser les services. Nous sommes prêts collectivement à déplacer des montagnes, mais une chose est claire, la France ne refusera pas un malade. Le tri des patients n'est pas une option, ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. Le président de la République a rappelé ensuite le formidable espoir que constitue la vaccination. Ces derniers jours ont été le synonyme d'une forte montée en puissance. Comme l'a annoncé le président de la République, la vaccination est désormais ouverte à nos concitoyens âgés de plus de 70 ans, quel que soit leur état de santé. Et depuis quelques jours, nous avons lancé une campagne d'appel vers les plus de 75 ans qui n'ont pas encore été vaccinés pour leur proposer des rendez-vous. Désormais, près de 8 300 000 Français ont reçu au moins une dose du vaccin et hier encore, près de 350 000 injections ont été réalisées dans notre pays. Nous tiendrons nos objectifs, 10 millions de vaccinés dès la mi-avril, 20 millions à la mi-mai, 30 millions en juin et tous les adultes qui le souhaitent d'ici à la fin de l'été. Grâce au vaccin, avec l'aide et la responsabilité de tous, nous voyons une lumière au bout du tunnel. En disant ces mots, je mesure l'impatience des Français, je mesure aussi, et je veux le souligner, l'immense mobilisation des élus sur notre territoire pour organiser cette campagne de vaccination. Nous agissons, vous le savez, sous la contrainte du nombre de doses que nous recevons. Le président a été très clair et l'Union européenne a été très ferme avec les laboratoires. Nous exigeons de recevoir ce que nous avons commandé et aucune dose produite en Europe ne quittera le sol européen vers un pays qui n'appliquerait pas le principe de réciprocité. Les choses avancent. Rien que cette semaine, nous allons recevoir l'équivalent d'un quart des doses que nous avons reçues dans notre pays depuis décembre. À la lumière de cette situation épidémique, de l'étape dans laquelle nous sommes dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, le président de la République s'exprimera ce soir. Un conseil de défense s'est tenu ce matin, des décisions ont été actées et le président de la République s'adressera aux Français ce soir à 20h. Mesdames, Messieurs, le Conseil des ministres, comme à son habitude, a également été l'occasion d'adopter un certain nombre de textes sur lesquels je vais revenir. Le premier d'entre eux est un projet de loi ratifiant une ordonnance du mois de décembre et qui transpose une directive européenne sur la stabilité financière. Le facteur clé, en tous les cas, le facteur qui va guider les décisions ce soir sera la situation des hôpitaux, la tension hospitalière, ça on s'en doutait. Bon, après on va aller sur les objectifs de vaccination, mais comment vous prenez ça Carbone de 16, situation des hôpitaux, tension hospitalière et effectivement cette ligne rouge de tri des patients comme elle a été agitée par certains médecins et responsables de la PHP. Oui, mais le chantage auquel s'est livré Martin Hirsch, mais bien sûr que c'est un chantage au président de la République de publier cette tribune à quelques jours d'une décision régalienne. Le calendrier n'est pas un hasard et la personnalité de celui qui est à la tête des signataires de la tribune n'est pas un hasard non plus. Que Martin Hirsch ait des ambitions politiques et essaye de tordre le bras du président de la République n'est ni un hasard personnel dans le destin qu'il s'imagine, ni un hasard politique quant à ce qu'il donne comme crédit à ceux qui pourraient propulser ses ambitions personnelles. Donc, le sujet qui est posé, c'est quand même celui du crédit, précisément, de la parole présidentielle. Soit
après des atermoiements sur la stratégie vaccinale, notamment, non seulement dans les échéances, dans le nombre de vaccinations, mais aussi dans le calendrier même de la vaccination. Ce que les citoyens, pour revenir à cette préoccupation civique qui vous anime depuis tout à l'heure, attendent et sont prêts à adhérer, c'est une ligne claire. Et notamment, et je rejoins tout à fait l'intervenant précédent, une ligne qui n'évacue pas l'humilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Ce soir, vous croyez vraiment ce soir qu'il y aura une reconnaissance des manquements, des errements? Je ne suis pas dans les arcanes, mais je pense que le président de la République, non seulement ne se déshonorerait pas en admettant ne pas avoir toutes les données en main, c'est-à-dire ne pas renvoyer une image jupitérienne, mais même accréditerait sa parole en disant qu'il y a une part d'inconnu dans la prise de décision. Je ne m'y retrouve pas, parce que vous me dites cela. Vous vous dites chef de guerre. Moi, je ne sais plus. Est-ce qu'un chef de guerre doit reconnaître les erreurs, les manquements? Est-ce qu'un chef de guerre peut dire à un moment donné que la stratégie qu'il met en place et qu'il demande à ses troupes d'adopter nécessite à nouveau un temps de réflexion, et un temps de réflexion qui soit notamment respectueux des principes fondamentaux comme ceux des libertés publiques, plutôt qu'une décision arbitraire, définitive, alors qu'on ne peut s'asseoir aujourd'hui sur aucun consensus scientifique? Oui, je pense qu'un chef peut tout à fait adopter cette parole-là. Évidemment. Par exemple, on en parlait tout à l'heure sur l'Union européenne et les vaccins. Je pense qu'il faut qu'ils sortent de son idéologie fédéraliste. Ça n'a pas marché. C'est pas pour ça que l'Union européenne ne peut pas faire des choses, mais ça n'a pas marché. Donc achetons en direct. On parlait des lits d'hôpitaux. Est-ce que vous savez que la folle politique de fermeture des lits continue avant même que les hôpitaux soient créés? Achetons en direct. Vous savez très bien que c'est pas... Voilà, soyons concrets ce soir. Si, c'est le débat. Il n'y a pas assez de doses. Et d'autres pays le font. L'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, l'Autriche maintenant. Non, mais seulement pourquoi serions-nous les seuls? Là, je pense que c'est un orgueil un peu très français de croire que si nous avions géré cette campagne de vaccination seul, on s'en serait mieux sorti. Regardez tous les pays qui l'ont fait seul. Oui, alors tous les pays qui l'ont fait seul, malheureusement, on reste en France. On voit bien que quand on essaye de mettre quelque chose en place, on se retrouve beaucoup plus vite avec une machine à gaz qu'avec des solutions concrètes. Ce qui est... Mais pardonnez-moi, il ne faut pas partir des faiblesses de la France pour dire qu'on ne va pas y arriver si on est seul. Non, mais dans des exemples très concrets, une des entreprises nantaises qui avait commencé à miser sur le vaccin Valneva, je crois, exactement, d'attendre seulement de commander 60 millions de doses il y a quelques semaines pour début 2022, c'est un record qu'on peut penser. Voilà, maintenant c'est fait au niveau européen, donc évidemment qu'on doit avoir des améliorations. Non, mais je trouve ça très dommage. Maintenant, le problème, c'est que c'est fait. L'intérêt, à mon sens, c'est de voir la sortie de crise, là, refaire le coût des masses des tests. Je pense que on ne peut pas s'exonérer de dire. Il va devoir expliquer ce soir aux Français pourquoi certains encore, pardonnez-moi, même dans les publics cibles, ne sont pas encore vaccinés. Ah, mais ça il va devoir l'expliquer. Tout le monde le sait d'ailleurs. Je pense que tout le monde se rappelle, ou alors si tout le monde s'en rappelle pas, je vais me faire un plaisir de rappeler d'Olivier Véran qui mise maintenant sur les vaccinodromes. Il faut s'en féliciter. Je rappelle que le 17 décembre, c'était une option qui était hors de question. Et sur Europe 1, le 21 décembre, en interview, il dit qu'il ne voit pas pourquoi les vaccinodromes accéléreraient quelque chose. Donc ça, c'est en effet... sans vaccin, excusez-moi de vous le dire. Moi, j'aimerais rebondir sur les différents thèmes. Bon, j'entends les critiques. Sur l'humilité, je vous entends. Vous ne pouvez pas imputer à Emmanuel Macron des propos tenus par des ministres, des députés ou autres qui vont lui trouver des qualités ou autre chose. Déjà, ça, c'est pas lui. Vous faisiez référence tout à l'heure au ministre de l'Éducation nationale. Je crois qu'il a été agacé par ça. C'est pas lui. Oui. Après, je vous ai également entendu dire qu'à aucun moment, il avait dit que les décisions s'adaptaient au fur et à mesure. Il le dit à chaque fois. À chaque fois, il commence ses discours en disant nous sommes face à une crise sanitaire sans précédent avec une évolution du virus que l'on ne connaît pas et on adapte les décisions au fur et à mesure. Pardonnez-moi, Madame la députée, je vais me permettre de vous laisser finir. Par contre, quand vous dites au tout début, Emmanuel Macron a fait preuve voilà, enfin, c'est des propos que lui imputent certains ministres, etc. Oui, ça je suis d'accord, mais on a parfois vu Emmanuel Macron... Il y a une précision du porte-parole et on revient en plateau pour terminer l'échange. Ce soir, mais vous aurez constaté, et nous aurons collectivement constaté, que la situation épidémique dans notre pays est préoccupante. Que nous avons des progrès majeurs dans l'accélération de la campagne de vaccination qui permettent d'avoir cette lumière au bout du tunnel, mais que nous avons, et nous l'avons toujours dit depuis plusieurs semaines, des semaines difficiles devant nous. Et c'est dans ce contexte-là que le président de la République s'exprimera ce soir. Question, j'enchaîne de Agathe Lambray, donc le statu quo n'est donc pas possible à ce stade. À nouveau, je veux bien qu'on joue au chat et à la souris sur les annonces qui seront faites. Je crois que j'ai été assez clair dans
la philosophie de nos échanges ce matin, dans l'état des lieux de la situation, dans le fait que des décisions ont été prises, que le président de la République s'exprimera ce soir pour en parler. J'ai parfaitement conscience que vous avez des questions, que vous aimeriez avoir des réponses, que ça n'est pas pleinement confortable pour vous cet exercice. Ça ne l'est pas totalement non plus pour moi, je ne vais pas vous le cacher, mais le président s'exprimera ce soir. RTL, je vais quand même tenter une troisième couche. Ce soir, c'est le président qui s'adresse à la nation. Demain, c'est à l'Assemblée, c'est au Sénat que le Premier ministre s'exprimera devant la représentation nationale. Est-ce qu'il faut en déduire que les annonces seront d'ampleur forcément nationale et peut-être moins territoriale qu'elles ne l'ont été dernièrement? Je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail des annonces qui seront faites ce soir, mais vous avez raison, puisque je ne l'avais pas fait dans mon intervention, de préciser que le Premier ministre s'exprimera demain devant le Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans un débat comme il a pu avoir lieu à plusieurs reprises, que ce soit sur la gestion de l'épidémie ou sur la campagne de vaccination devant les parlementaires et avec les parlementaires. Bonjour, Simon Le Baron de France Inter. Au sujet des élections régionales, après la remise du rapport du Conseil scientifique, quel est l'avis du gouvernement sur un éventuel... Le gouvernement qui va renvoyer au rapport du Conseil scientifique, mi-figue, mi-raisin, qui, comme à son habitude, là, n'a pas tranché. Est-ce que ce soir, s'il y a fermeture des écoles, décision de fermeture des écoles, des vacances anticipées, ce serait un échec ? Une stratégie? Ça avait été annoncé, que ça serait la dernière décision à prendre. Ça avait été annoncé. C'est encore une fois, c'est dans une globalité qu'il faut voir les décisions. Mais qu'est-ce qu'on aura gagné par 2 semaines? C'est très important, 2 semaines d'école. Non, mais ne me regardez pas comme ça. Mais par rapport, mais je vous le dis. J'ai 3 enfants, donc je vois ce que je gagne quand ils vont à l'école. Bien sûr, mais est-ce qu'on ne va pas les perdre maintenant 2 semaines après parce qu'il y a une circulation du virus qu'on a laissée et qu'on n'est pas dans une stratégie de freinage à l'école du virus du tout? Non, j'espère pas. Toujours pareil, j'ai pas les réponses scientifiques, mais j'espère pas parce que c'est vrai que ils ont 15 jours de vacances. Si on les arrête une semaine ou 15 jours en plus, c'est un mois. Ça fait un mois. Ça fait 15 jours de vacances en plus, je dirais, ou en tout cas d'une façon de travailler différente parce qu'on ne sait pas ce qui va être annoncé. Mais après, peut-être qu'il faudra voir aussi de peut-être prolonger dans l'été ou peut-être trouver d'autres solutions. Mais c'est un effort collectif. En revanche, ça n'a d'intérêt que si dans le même temps, en effet, on vaccine de façon beaucoup plus... Sinon, on va passer d'un confinement long, encore plus long. Derrière tout ça, on est tous d'accord avec ça, mais je pense que c'est bien d'avoir décalé parce que maintenant, justement, on sait exactement qu'on peut vacciner beaucoup plus. Vous parliez des vaccinodromes tout à l'heure en décembre. Bien sûr qu'il ne fallait surtout pas annoncer une ouverture des vaccinodromes en janvier ou en février parce qu'on n'avait aucune visibilité et qu'on dépendait, c'est vrai, de l'arrivée des vaccins. C'est surtout qu'on n'avait pas de dose, Madame la députée. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je viens de dire. Il y a eu une position de principe contre les vaccinodromes. Parce qu'on ne savait pas le nombre de avant de savoir. Et c'était ça le sujet. L'acceptation aussi des Français. Vous avez vu, on va les voir tout à l'heure, ces scènes de fête sans gestes barrières, sans masques qui se multiplient. En tout cas, il y en a plusieurs, notamment sur les quais de Saône. Il ne peut pas y avoir une France à 2 vitesses, en particulier des plus jeunes, avec des citoyens contrôlés, avec des amendes à tout va, alors qu'on va vers un week-end pascal et les contrôles vont être renforcés. Et puis une partie qu'il ne faut quand même pas, elle n'est pas minoritaire, puisqu'il y a de plus en plus, il y a ces soirées clandestines, il y a ces moments à part, une parenthèse, ça il faut en tenir compte aussi. Alors, évidemment, je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table pour condamner de telles pratiques, parce que quand certains font des efforts et que d'autres se relâchent, tout le monde en paye le prix au niveau de la pandémie. Sans excuser. On peut quand même se dire qu'aujourd'hui, on est tellement déboussolé dans les mesures, on sait tellement peu ce qu'on doit faire. Moi, parfois, je me paume dans les attestations à remplir que certaines personnes se disent « Bon, puisqu'on n'y comprend rien et qu'on nous a demandé d'aller dehors, faisons ce qui bon nous semble. » Je ne l'excuse pas. Je dis qu'il y a un contexte un peu particulier. Mais très honnêtement, quand on vous explique depuis 1 an qu'il ne faut pas mettre le nez dehors, que la seule politique possible, c'est de rester chez soi, du jour au lendemain, on vous dit « Sortez ». Mais surtout, n'allez pas dans les magasins, même s'il est prouvé que dans les magasins, on ne se contamine pas. Et que si vous n'êtes pas sage et que vous ne sortez pas assez à moins de 6, on vous renfermera chez vous, mais on vous explique en même temps qu'en étant chez vous, vous vous contaminez. Très honnêtement, les gens qui ont réussi à résoudre l'équation sont probablement des génies. Et donc, quand on ne comprend pas quelque chose, on le contourne. Une fois encore, je le regrette, et moi, je demande des règles claires pour que tout le monde puisse les appliquer clairement. Aujourd'hui, honnêtement, qu'on puisse aller chez son cordonnier et pas chez son marchand de chaussures, personne ne peut le comprendre. Et moi, je rappelle, et c'est à l'aune de votre livre qui s'intitule, Maxime Médot, Génération fracassée, qu'il y a
génération, parce que vous parlez d'âge, mais on parle aussi de tous ces secteurs qui, depuis des mois sont fermés administrativement. Il y a certains commerces, il y a les restaurateurs, il y a les cafés, il y a les bars, il y a les patrons de salles de sport. On les oublie, c'est passé sous les radars, ils sont fermés, et puis on a admis qu'ils devaient rester fermés. Voilà. Ce qu'on a oublié, c'est que surtout qu'il fallait voir ça d'un problème global, dans le sens où si on fermait les bars, les cafés, par exemple, certaines chaînes de fast-food, c'était là aussi où, ils prenaient en saison, mais plus qu'en saison, la plupart du temps, comme beaucoup d'étudiants sont en quelque sorte dans la campagne pour aller dans les grandes villes. Quand j'entends les grandes villes, c'est en réalité les grandes métropoles, travailler énormément dans justement les bars, les commerces, etc. Quand on les a fermés, ça a été un premier verrou. Ensuite, il y a eu le cas des universités. Je regrette d'ailleurs que Mme Frédérique Vidal soit un peu moins offensive que Jean-Michel Blanquer peut l'être sur les écoles. Et en revanche, quand on voit ces images de liasses un peu populaires qui regroupent un certain nombre de jeunes, évidemment que c'est débile. Mais ça, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Maintenant, les accuser en disant que c'est un signe évident de la non-responsabilité des Français, je ne pense pas qu'on doit faire un cas d'une généralité, surtout quand on prône la plupart du temps que chaque cas est particulier avec ce virus et qu'il faut y aller progressivement. Donc derrière ces jeunes, mine de rien, qui sont sortis, on peut le comprendre. 2, je rappelle qu'on a peut-être fait un peu des caisses quand il s'agissait au beau jour et à la rentrée dernière, quand on voyait des étudiants qui payaient des loyers une blinde, qui étaient dans des grandes villes, sur les quelques finalement terrains où il y avait un peu de verdure, où il y avait un peu un lieu agréable pour se rassembler, les verbaliser et dire regardez, c'est eux qui vont reprendre l'épidémie. Alors que je pense que quand on paye autant pour un loyer et autant pour une année universitaire, le moindre droit qu'on puisse avoir, c'est quand même d'aller, même avec des distanciations sociales, sur les coins agréables. Et enfin, je rappelle que ces fêtes ne doivent pas oublier les situations dramatiques qui s'agissent derrière, les suicides pour le plus extrême, mais surtout que ce soit les BTS, les IUP, les universités, les facs de médecine, énormément de vous avez raison, mais franchement, je vais vous dire, c'est pas une question de génération, c'est-à-dire vous avez des gens qui regardent, et je vous ai dit, eux, ils sont fermés depuis des mois. Eux, ils peuvent pas s'en sortir. Comment vous pensez qu'ils peuvent regarder ces images? Alors vous dites, vous avez raison, hein, mais comment ils peuvent regarder ces images aujourd'hui? Est-ce qu'ils se disent que l'État est parfois fort avec les faibles, c'est-à-dire tous les citoyens? C'est facile de demander une amende, vous avez dépassé 5 minutes pour le couvre-feu, etc. Et qu'on intervient à 20h pour une fête quand même, à 20h. Mais bien sûr, il y a une différence. J'entends ce que vous dites, chère Sonia, j'entends sincèrement ce que vous dites, c'est pour ça que je dis que ces images ont un caractère qui est sincèrement gonflant et c'est honteux pour tous les professionnels qui sont fermés, mais au même titre que parfois les professionnels de la nuit qu'on a oublié parce que c'est un sujet qu'on ressort tous les 3 mois, expliquaient en été que évidemment tout de suite d'un point de vue comme ça, c'était pas évident de rouvrir les bars et les discothèques, mais peut-être qu'en rouvrant ça, on évitait peut-être des rassemblements sauvages, sans distanciation, sans masque, sans précautions sanitaires. Je dis pas que c'était une solution miracle, mais je dis peut-être qu'elle aurait eu le mérite d'avoir été étudiée miraculeusement et non sur les plateaux télé. Et je pense que c'est pareil, quand on nous dit maintenant, passez votre vie dehors, ce qui est largement audible, je pense, pour tout le monde, pourquoi ne pas réouvrir certaines terrasses? Je pense que les professionnels seraient d'abord. Après, je comprends en revanche. Surtout, on a les images qui viennent évidemment de l'extérieur, qu'on voit ce qui se passe, qu'on voit à Londres. Alors, je prends l'exemple particulier de la capitale, avec quand même 0 mort dimanche. C'est évidemment tant mieux, on se réjouit pour nos amis anglais, qu'on voit en Israël une vie normale. Et vous parliez des lieux de nuit. Oui, mais j'aimerais quand même rebondir. Vous voyez, vous parliez du Royaume-Uni. J'ai fait un plateau télé il y a quelques jours, justement, où on échangeait avec des personnes qui habitaient sur place et qui disaient, par contre, le confinement, 3 mois, on était pisté, des amendes exorbitantes dès qu'on mettait le nez dehors. Et maintenant, on commence à reprendre une vie normale. C'était un médecin français qui travaillait sur place. Donc, non, je dis évidemment qu'on va avancer, on va avancer. Mais là, vous êtes en train d'apporter c'est des choix. Il faut assumer les choix politiques. Ils ont fait AstraZeneca de partout, à grande... Ils ont fait ce choix-là à un moment où nous ne savions pas. Quand je dis nous, ce sont les scientifiques. Ils ont pris leur risque. Mais en France, on ne fonctionne pas comme ça. On a le principe de précaution. Mais je parle aussi des scientifiques. Non, c'est pas vrai. Les scientifiques et tout qui étaient autour du plateau, j'arrive pas à finir une phrase, disaient aussi AstraZeneca, on commence par une catégorie d'âge, on généralisera après. Et aujourd'hui, on avance. L'extérieur, c'est pareil. C'est sorti. Vous avez adopté votre politique à la pénurie de faits, madame. Aujourd'hui, chaque semaine, l'économie française perd 3 milliards. Chaque semaine, il y a des étudiants qui vont de plus en plus mal psychologiquement, des Français qui tombent en dépression. Il y a urgence quand même à agir. Non, puis nous sommes allés plus doucement. Si je peux me permettre, très doucement, oui, je vous le confirme. Par rapport à l'âge, ne me coupez pas des phrases comme ça, c'est ridicule. Quand on voit que le Royaume-Uni commence à déconfiner, que en SAR,
Au Luxembourg, la semaine prochaine, les terrasses rouvriront et un certain nombre de lieux rouvriront. À notre frontière, donc. Je ne vous parle pas d'Israël. Les autres pays qui ont vacciné massivement, qui ont pris des mesures courageuses, sont en train d'imaginer leur sortie de crise, voire la réalisent. Nous, on est en train de réfléchir à un futur confinement. C'est pas facile de prendre des décisions, mais on va les regarder, ces images. Forcément, dans l'esprit des Français. Plus lentement, parce qu'on a fait le choix aussi de commencer, mais je le dis à chaque fois, de commencer par les personnes les plus fragiles, par les personnes où il fallait des protocoles. Parce qu'on gérait une pénurie. C'est un choix qui a été fait. Mais Madame la députée, donc, on appréciera à la fin. On appréciera à la fin de la crise les choix qui ont été condamnés ou pas. On ne peut pas aujourd'hui dire que nous avons mené une politique humaniste et que les autres se sont comportés comme des sauvages. Parce que si vous voulez, mais si, dire qu'on commence par les plus faibles, dire qu'on commence par les plus faibles et les plus exposés, c'est évidemment stigmatiser ceux qui n'ont pas cultivé le même choix. Dites-vous, parce que pardonnez-moi, les populations les plus fragiles ont également été vaccinées au Royaume-Uni. Ce que nous payons aujourd'hui, c'est le défaut d'audace. Je vais vous donner un chiffre, parce qu'on oublie aussi de citer par exemple les États-Unis, qui sont intervenus beaucoup plus tardivement que nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé en amont? La grande différence, c'est qu'ils ont investi dans la recherche. Ils ne se sont pas contentés. Vous savez, le rapport rapporté au nombre d'habitants au sein de l'Union européenne, c'est 9 $ par habitant sur la recherche. Aux États-Unis, c'est un rapport de 1 à 4, c'est 35 $. Même chiffre pour la Grande-Bretagne. Et vous voyez la différence en termes précisément de vaccination, en ce inclus les personnes les plus fragiles. Donc dire que nous avons opéré un choix qui nous honore ne nous exonère pas de la responsabilité politique si on se livre à l'exercice comparatif auquel vous formulez ma phrase différemment et après vous allez me dire vous manquez d'humilité. Donc c'est très facile. Madame, c'est très facile. Je vous ai jamais taxé de manque d'humilité. Je vous dis qu'il y a eu une erreur qu'on pourrait peut-être reconnaître. Pour vous, c'est une erreur. Notamment, bien sûr, il y a une erreur dans le défaut d'audace. S'il y a des erreurs, elles seront reconnues. Et aujourd'hui, mais attendez, mais même le président l'a reconnu. Oui, il l'a dit, on n'a pas tous les États-Unis, que sa majorité le reconnaisse également. Qu'est-ce qu'on apprend de nos erreurs? C'est ça, l'investissement dans la recherche. Moi, je veux bien qu'on reconnaisse tous nos erreurs. Dans une grande réunion psychologique, mais à quoi ça sert si on... Mais nous le payons en PIB parce que, regardez, pour revenir à votre question, Sonia, regardez le nombre de commerçants et d'artisans qui sont aujourd'hui entravés dans leur liberté de commerce et d'industrie. Regardez ce que ça nous coûte en aide que nous sommes censés distribuer, si tant est que ce soit réellement des aides. En réalité, il s'agit largement plus souvent de prêts que d'aides réelles. Mais regardez ce que ça va coûter aux contribuables français in fine. C'est nous a contraints à une politique du quoi qu'il en coûte que nous n'avons pas fini et qui est une dette que nous allons léguer à cette génération fracassée, pour continuer à citer l'excellent livre de notre ami. Qu'est-ce que ça n'est pas anodin. Je le faisais pour ça. Non. Et dire que vous réduisez la parole critique, qui est quand même le moindre des droits citoyens, sur une politique gouvernementale où vous n'y pouvez rien, parce que le Parlement a été réduit à sa plus simple expression. Vous n'avez pas eu votre mot à dire. Donc ce n'est pas vous qui êtes en cause. Aujourd'hui, nous sommes avec un gouvernement qui légifère par voie d'ordonnance. Donc, si vous voulez, en plus du problème de liberté publique que ça pose, ça n'est pas innocent en termes de... L'avocat, alors on doit prendre des décisions en situation de crise. Un moment, juste une parenthèse, et c'est à vous, parce que je parlais tout à l'heure de la fête sur les quais de Saône. Je voudrais qu'on voit cela, qu'on voit les réactions. Alors, vous avez raison. Soyons nuancés, essayons de comprendre aussi les contraintes, l'état, l'esprit de chacun. C'est un sujet d'Anne Maquignon. L'heure du couvre-feu était passée hier soir. Et pourtant, sur les quais de Saône à Lyon, quelques jeunes profitaient encore de la lumière du jour. Quelques heures plus tôt, ils étaient même plusieurs centaines à danser, parfois un verre à la main, souvent sans masque sur le nez. Il y avait un peu de monde quand même. Ça permet aux jeunes de sortir un petit peu de temps en temps, quoi. Ça fait du bien. Il y a des sourires, il y a la joie d'être là et d'être dehors et d'écouter un peu de musique, donc ça fait plaisir. En soi, c'est pas bon du tout, mais c'était très sympa parce que ça fait longtemps et nous, on attend qu'il y ait des soirées qui reviennent. Ces images ont rapidement été dénoncées par la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes. Rassemblement irresponsable et inacceptable sur les quais. Compte tenu de la proximité de la Saône et du danger qu'aurait créé une intervention, le préfet a demandé aux forces de l'ordre de ne pas intervenir. Vers 20h, les quais étaient vides. Aucune arrestation n'a eu lieu, mais le parquet a été saisi.
Une enquête va débuter. Ils pourront être identifiés ultérieurement par le biais de vidéos, réseaux sociaux, caméras de la ville, et pourront être verbalisés quoi qu'il en soit. Les forces de l'ordre ont déjà annoncé plus de contrôles en fin de semaine. Avec le week-end prolongé de Pâques, les autorités redoutent la multiplication de ce genre de rassemblements. Mais je vais vous dire, on n'aurait rien dit, évidemment, si on avait une vaccination. S'ils étaient tous vaccinés, ou en tous les cas, une dose qui permette de protéger, on n'aurait rien dit. Mais vous parlez tout à l'heure des différences d'état d'esprit pour la vaccination. Donald Trump, personne n'en parle. On prend l'exemple israélien, on prend l'exemple anglais, mais il faut avoir, parfois, il faut aller à contre-courant de la bien-pensance et le dire. Donald Trump a été le premier à taper du poing sur la table. Et moi, j'ai eu je vous raconte tout, j'ai eu dernièrement un professeur, un grand professeur installé aux États-Unis, qui travaille maintenant sur le vaccin universel, qui n'est pas forcément pro-Trump, mais qui m'a dit, il faut reconnaître les choses. Il m'a dit, il y a un an, celui qui m'a appelé, qui m'a dit, on fonce, je mets l'argent sur la table, je mise sur ça, et on va y arriver, et on va accélérer les choses, c'est Donald Trump. Alors, puissance, évidemment, puissance de tout ce que vous voulez. Mais oui, mais pourquoi on n'a pas cet état d'esprit de la gagne, pardonnez-moi, et de l'efficacité, plutôt que de la prudence et d'être timoré? Je parle de nous tous, hein, et je nous inclus aussi, c'est ça. Oui, il faut inclure tout le monde et les citoyens. Mais l'Europe aussi, et la Commission européenne. Donald Trump a parce que, pardonnez-moi, derrière la Commission européenne, c'est les États membres aussi. Il ne faut pas diluer les responsabilités de chacun. Donald Trump a eu le courage, sur cette question, de tordre le cou à ses principes idéologiques. Donald Trump, c'est un ultra-libéral à la base. C'est quelqu'un pour qui l'interventionnisme d'État n'est pas une bonne chose. C'est quelqu'un qui est pour le libre-échange, même exacerbé. Mais devant la crise sanitaire, il a investi massivement, c'est-à-dire qu'il a réintroduit l'idée d'État stratège. Il a fait en sorte que les vaccins produits aux États-Unis servent d'abord aux Américains. Emmanuel Macron, lui, il a été, à l'inverse, pris dans les conditions qui ont fait qu'il a gagné l'élection, hein, d'ailleurs, parce que c'est ce qu'il avait vendu, un ultralibéralisme mondialisé et un européisme. Non, mais c'est vrai. Et donc, pour les vaccins, eh bien, il y a eu la libre concurrence mondiale, libre et non faussée, c'est-à-dire que celui qui payait plus a eu les vaccins le premier. Oui, et comme l'Union européenne a payé moins... Vous ne pouvez pas nous prouver que seul, on ne serait pas en concurrence avec les autres pays européens. Ça n'a pas marché. Attendez, je termine. Et quand j'entends des gens se satisfaire de la manière dont c'est géré, avec des contrats ni fait ni à faire, où il n'y a pas de clause de livraison qui conditionne le respect des contrats, eh bien, très franchement, on peut se poser la question. Et une fois qu'on a vu ça, on peut faire comme d'autres pays qui s'en sortent mieux que nous, qui commandent en direct des vaccins. C'est pas une marotte de ma part. Ce soir, c'est pas ça qui sera annoncé. Mais peut-être des objectifs, une accélération et le sursaut enfin. L'Europe d'abord, les Français après. Je pense que la limite de l'exercice a été atteinte. Après, vous êtes sur des grands principes, hein, soit. Très concret. Non, mais non, mais c'est un débat sur la souveraineté. Il y a aussi les citoyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes cultures, les mêmes habitudes et la même envie. C'est-à-dire que les citoyens français, pour faire beaucoup de terrain, ils avaient aussi envie de cette proximité-là, d'avoir les centres proches de chez eux. Ils avaient envie, les vaccinodromes, il fallait que ça arrive aussi dans les mentalités. AstraZeneca, vous en reparliez, au Royaume-Uni, ils vaccinent AstraZeneca, tout va. Nous, ici, les citoyens commencent à avoir une certaine défiance vis-à-vis d'AstraZeneca. C'est beaucoup dit. Donc, on peut pas. Et la faute à qui? C'est pas comme si certains de nos responsables nous avaient dit dès le départ qu'il fallait attendre par rapport à AstraZeneca. La faute à qui? Parce que, parce qu'il y a des choix qui ont été faits, encore une fois, au niveau européen. Après, on les assume, on les assume pas. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec l'Union européenne. Eh bien, non, ou pas. Ce n'est pas une fonction de l'Union européenne, la santé. Excusez-moi, on s'est servi de la crise pour faire avancer un agenda fédéraliste. En disant, on va demander à l'Union européenne de nous sortir de l'ornière, et comme ça va marcher, on va vendre l'idée de l'Union européenne aux Français ou aux autres qui n'en veulent plus. Malheureusement, ça n'a pas marché. Dont acte. Aujourd'hui, on parle de la vie de Français, on parle de la vie d'entreprise, on parle du moral de notre jeunesse. Et maintenant, soyons pragmatiques, efficaces, puisqu'on loue l'efficacité. Ce soir, quelles annonces? Peut-être, je dis bien, et on parle au conditionnel des vacances anticipées, donc une fermeture quand même des écoles, ça pourrait aller jusqu'à 1 mois. On verra aussi ce qu'il en sera pour les autres départements en tension. Est-ce qu'ils vont basculer comme les 19 autres départements actuellement que nous connaissons avec les mesures de freinage? Tout cela va jouer, mais on reste sur un mot: clarté, et puis en attendant, contrôle renforcé. Regardez aussi à quoi nous allons être soumis. Yael Benamou nous résume un petit peu le maillage du territoire pour des contrôles ce week-end. Pascal. Pour fêter Pâques avec leurs proches, certains Parisiens ont choisi de braver l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km de chez eux. Je vais rentrer en Normandie, à ma mère qui habite là-bas, donc en soi il y a l'attestation, mais je pense que je vais y aller quand même. C'est vrai que pour Pâques,
un peu impossible de demander aux gens de ne pas se retrouver en fait. Pourtant, le ministre de l'Intérieur a fait savoir que les contrôles seraient renforcés sur le territoire dès demain pour ce week-end de Pâques jugé à haut risque. Ces Lillois semblent résignés. J'ai ma famille qui est dans le Pas-de-Calais, donc malheureusement, là, c'est juste pas possible. Un peu frustré, certes, parce qu'en plus, il fait beau. Mais en même temps, vu l'évolution et la dégradation, on peut comprendre. Depuis la mi-décembre, plus de 500 000 verbalisations ont été dressées pour non-respect des mesures sanitaires. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, vous voyez, pourquoi vous me dites non? Quand je vois qu'on est capable de mobiliser 90 000 membres de forces de l'ordre pour verbaliser des Français parce qu'ils ont un masque de travers ou parce qu'il est 19h02, excusez-moi, ça me révolte quand je vois que dans certains coins de notre pays, les agressions se multiplient, les vols, les incivilités. À Épinal, par exemple, les conducteurs de bus se mettent en grève parce qu'ils en ont marre de subir des agressions. Voilà, eux, ils aimeraient bien voir des policiers, des forces de l'ordre. Et si le soir, ils rentrent chez eux à 19h05, je pense qu'ils apprécieraient mal d'avoir un PV. Donc il y a un moment, il faut arrêter avec ce marketing policier qui ne fonctionne pas, d'ailleurs, parce que les Français ne sont pas dupes. Si les mesures étaient logiques, expliquées, raisonnées, qu'elles avaient des efficacités, les Français les respecteraient encore plus. Je pense qu'ils sont 99% à les respecter, d'ailleurs. Donc maintenant, il faut arrêter. La police, c'est fait pour faire régner l'ordre. Et le gouvernement et le ministre de la Santé sont là pour prendre des mesures sanitaires efficace, et si tout le monde fait son boulot, les moutons seront bien gardés. Non, mais je l'explique, je pense, dans mon livre, dans un chapitre sur les libertés, je pense que outre les contrôles policiers, c'est en réalité le rôle de l'État qu'il faut penser à réfléchir, parce que outre les contrôles policiers, en effet, les attestations, l'idée de contrôler au couvre-feu, on a vu ces images l'autre jour à Paris, à 18h02, il y avait des contrôles, ça c'est en effet des images qui, même au sein même du citoyen, alors que le débat sur la police est intense, ne sont pas la meilleure publicité, ça c'est la première chose. Mais ensuite, il y a tout simplement le rôle de l'État. Quand Gabriel Attal, dimanche dernier, essaye d'esquisser l'idée, en réalité, que les dîners, les déjeuners, les goûters seraient interdits, non pas tolérés, seraient interdits. C'est-à-dire l'idée que certains policiers puissent éventuellement contrôler notre vie privée ou chez soi, le domicile, c'est quelque chose qui aurait tous dû nous alerter. Quand Stanislas Guerini, par exemple, lutte contre l'effet, non mais contre l'effet Pâques, contre l'effet apéro, c'est-à-dire déjà qui sous-entend que le premier réflexe des Français après avoir fini le travail, ce serait d'aller se beurrer entre amis. Je suis pas sûr que ce soit je suis pas sûr que ce soit la première préoccupation. Et là aussi, se lie au gouvernement l'espèce de volonté médicale d'être dans Knox, c'est-à-dire d'attribuer à chaque citoyen une existence médicale. Et je ne pense pas que l'idée et la place de l'État soient dans le contrôle. C'est une spécificité française. Oui. À ce point, oui. Quand on regarde en Allemagne, d'ailleurs, ceux qui sont sur... Déjà, le système de l'attestation est quelque chose qui était pour eux totalement impensable. Et l'idée et le ton, surtout, sur lequel certains membres du gouvernement, mais on va dire le politique en général, s'est permis de nous parler, c'est absolument alarmant. Je le dis vraiment. Je veux dire, chaque citoyen ne devrait pas avoir l'habitude d'entendre des gouvernants nous expliquer comment il faut se comporter à domicile. Madame la députée serait d'accord. J'espère quand même. Non, pas toujours. Non, je comprends ce que vous dites. C'est vrai que c'est pas agréable de se sentir pisté quelque part et de voir et infantilisé. Et d'un autre côté, il faut absolument arriver à contrôler cette épidémie. C'est compliqué. Mais contrôler là où elle doit être contrôlée. Responsabiliser individuellement, tout le monde essaie de le faire. Et je pense en effet que la majorité des Français le font. Mais les dérapages, ceux qui existent, eh bien, il faut les éviter aussi parce que ça nuit à tout le reste. Et ça j'entends. Le problème, c'est qu'on a quand même le sentiment toujours que c'est un peu la totalité des Français, y compris dans le discours. J'habite dans le Var. Dans le 06, ils ont pris des mesures très strictes en matière de confinement, etc. Ils ne devaient pas quitter le département. Le vendredi soir, des kilomètres et des kilomètres de bouchons. On est maintenant, nous aussi, en zone rouge. Voilà. Bien sûr. Parce que c'est venu des deux côtés. Donc il y a un moment où on responsabilise comment Oui, mais je suis d'accord. Mais d'ailleurs, comment responsabiliser non, mais je pense que les Français, en réalité, sont responsables. Je pense malheureusement qu'on met parfois la lumière. Non, mais la lumière sur des événements qui sont un peu trop minoritaires. Évidemment qu'il y en a qui bougent des grandes villes pour aller dans d'autres résidences quand ils en ont les moyens. Certains étudiants, et je suis le premier à en avoir été témoin, rentrent chez leurs parents. C'est pas tellement ça, je pense, les attitudes à craindre. C'est vraiment la façon dont on parle et le politique lié au médical, c'est-à-dire la façon de nous expliquer comment il faut manger, la façon dont on nous avait expliqué ça à Noël. Et en fait, non, mais ce discours-là régit en réalité la façon dont on imagine la société politique. Et si on commence à voir le citoyen par des attestations, par des bons points qu'on doit donner
redonner au fur et à mesure des événements, je pense que c'est très mauvais pour la suite. Et vous en devriez vous en inquiéter pour les élections qui approchent. Et avec un effet pervers, indépendamment des conséquences électorales, l'effet pervers, si vous voulez, c'est que cette façon d'infantiliser et d'être très intrusif dans la vie privée des Français se traduit notamment par de faibles contraventions à l'occasion des rassemblements. Mais reconnaissons qu'on a un semi-confinement par rapport à d'autres pays aussi, qui ont eu quelque chose d'extrêmement dur. On est en train de parler d'une volonté qui a été exprimée par Gabriel Attal dimanche dernier de donner aux forces de police la possibilité d'aller contrôler les gens dans leur domicile. Alors, outre le fait que ça n'a aucun fondement juridique, si vous voulez, ces espèces d'effets d'annonce ont un effet pervers, c'est qu'ils exaspèrent la population et on en arrive à des rassemblements spontanés. Et notamment, là, à Lyon, la préfecture a pris l'excuse de ne pas vouloir verbaliser à cause du danger qu'offrait le fleuve. Mais à Lille, le même gouvernement, avec un préfet de police, ont aussi peu dressé de contraventions, ce dont je me réjouis. Donc, si vous voulez, qu'on commence par mettre de l'ordre quand les gens débordent, avant de vouloir venir obligé de mettre de l'ordre un peu dans le temps de cette émission, on arrive à la fin. Alors, ça permet aussi de mesurer la gravité du virus. Quand on dit si ça table, là, je pense que les téléspectateurs, pardonnez-moi, exaspèrent la population. Qui nous regardent, beaucoup se demandent ce soir quelles seront les mesures, surtout par rapport aux écoles. D'ailleurs, il faut penser qu'il y a plusieurs zones, il y a 3 zones. Donc comment ça va se passer pour... Eh oui, ça c'est une vraie question. Pratique. Bon, on verra ce soir. Vous aurez l'occasion de le suivre en direct sur CNews. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Rendez-vous donc 20h, et puis bien avant déjà. Dans quelques instants, c'est la belle équipe. Et bel après-midi sur CNews.